Cube Radio. Avertissement, cet épisode pourrait peut-être vous donner envie de partir en voyage. Bienvenue à Garde-manger, un balado sur l'histoire cachée des aliments. Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier et aujourd'hui, je vous amène dans des armoires remplies de thé. Hello! Est-ce que tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Il y a d'abord les thés de Judith. Je pense que peut-être tu vas être déçue parce que je ne tripe pas sur le thé comme peut-être tu t'y attends. Ah non, OK, raconte. Ben, c'est parce que je pensais à ça, puis je me disais, tu sais, à cause de mon domaine de travail, qui est la médecine chinoise, ben, je me dis peut-être qu'elle pense que je suis vraiment dans le thé à l'asiatique, là, tu sais, avec le gongcha, l'art du thé, puis tout ça, mais pas vraiment. Judith travaille en acupuncture. C'est un volet essentiel de la médecine traditionnelle chinoise. OK. De quelle manière tu tripes sur le thé, d'abord? Ben, tu sais, je tripe pas mal de littérature anglaise. Puis je pense que dans ma tête, quand je bois du thé, je suis vraiment plus dans cet imaginaire-là, genre, tu sais, je suis plus dans Jane Eyre, là, qui a une vie vraiment difficile, puis qui est sous-alimentée, mais là, quand elle boit un thé noir avec une petite biscotte, ben là, après ça, elle peut faire face à toute l'adversité du monde. C'est plus ça dans ma tête. Wow! Dans le roman Jane Eyre de Charlotte Brontë, publié en 1847, le personnage de Jane vit une enfance très malheureuse en Angleterre dans une école pour orphelines. Dans le roman, de son point de vue, le thé est présenté comme un breuvage très luxueux. Et quand elle a la chance de le boire, le thé la fait sentir regaillardie et lui permet par la suite d'affronter le monde et ses duretés. Le matin pour Judith, c'est le thé matcha qui a complètement remplacé le café. Et l'après-midi, c'est thé noir, comme dans Jane Eyre. Et puis, il y a les armoires de Céline et Luc, qui sont deux très bons amis. Elle adore boire du thé le soir. Ça ne l'empêche pas de dormir. C'est vraiment son rituel avant d'aller se coucher. Et puis lui, il en boit le matin au réveil. Mais les deux jurent seulement par le thé noir. Orange Pekoe, Earl Grey, English Breakfast. Pas de café dans les armoires de ces deux-là et surtout pas de thé vert pour Luc. C'est assez clair ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Mais toi, est-ce que tu dépenses des petites fortunes pour le thé ou tu es très content avec un thé simple en sachet aussi? Non, en fait, je suis... Pardon. Je bois du thé qui coûte cher et même quand je vais au restaurant, il m'est arrivé d'apporter mes propres sachets de thé parce que je suis jamais satisfait de ce qu'on me sert. Ah ouais! Céline aussi apporte ses sachets de thé parfois, mais ce qui importe surtout pour elle, c'est de pouvoir avoir son rituel du soir. Mettons pour le travail, je vais devoir dormir à l'hôtel, puis certains hôtels ne proposent pas des sachets de thé. J'emporte mon thé, moi, de mon côté, pour être sûre de... Parce que le verre d'eau chaude, on peut le trouver plus facilement, donc des fois j'emporte mon thé avec moi. Ouais, vraiment pour t'assurer d'avoir ce moment-là. Oui. Puis vous, est-ce que vous pourriez vous en passer du thé maintenant? Jamais. Non. Non, clairement pas. Le thé, c'est le breuvage le plus consommé après l'eau dans le monde. Au Canada, le marché du thé, ça vaut environ 1,8 milliard de dollars. Même si on entend rarement parler du thé et que, selon Luc, on en sert du très mauvais au restaurant ou qu'on n'en propose même pas à l'hôtel ou loge Céline pour le travail, mais malgré tout ça, le Canada se classerait au 20e rang mondial de la consommation de thé par habitant. C'est quand même pas mal du tout. Les plus grands producteurs de thé sont la Chine et l'Inde. Viennent ensuite les thés du Sri Lanka, qu'on appelle encore parfois le Ceylan, les thés de la Turquie et du Kenya. Ces 5 pays-là, ça produit 75% environ du thé mondial. Mais avant que le thé soit produit en Inde, au Ceylan, puis ensuite au Kenya par les Britanniques, le thé venait exclusivement de Chine. Mais il faut savoir que c'était toute une affaire de voyager de la Chine à l'Angleterre, parce que la route du thé, c'était une navigation de 15 000 milles entre la région du Fujian en Chine et Londres. Ça, c'est 24 000 kilomètres. Vers la moitié du 19e siècle,
L'Angleterre était devenue le plus grand consommateur européen de thé. La demande explosait, ce qui fait que les marchands ont commencé à proposer aux premiers bateaux qui arrivaient au port de Londres avec la première cargaison de la saison une prime, un bonus financier sur chaque tonne livrée de leur thé. Et le capitaine aussi avait droit à une somme d'argent. Ce qui fait que chaque année, l'événement prenait de plus en plus de popularité et les gens d'Angleterre se sont même mis à parier de l'argent sur le vainqueur. Ce qui fait que les bateaux avaient plus juste comme objectif de transporter du thé. Les bateaux faisaient la course les uns contre les autres pour arriver les premiers en Angleterre. On a appelé ça les courses du thé, même si c'était pas officiellement une course. Et pendant plus de 25 ans, la course non officielle est devenue un des événements les plus médiatisés de l'année en Angleterre à cette époque-là. Et la plus grande de toutes, la course la plus disputée, la plus compétitive, la plus serrée de toutes entre les Clippers, celle qu'on appelle la Grande Course du thé, ça a eu lieu en 1866. Et, on en parle encore. Comment ça se fait? Pour en savoir plus, je me suis mise sur le téléphone. Première chose, une question très, très simple. Comment est-ce que vous prononcez votre nom? Dites-moi. C'est Gascoigne. Gascoigne. Ah oui. Gascoigne, exactement. Kevin Gascoigne est copropriétaire des maisons de thé Camellia Sinensis et aussi dégustateur de thé. C'est son métier depuis plus de 30 ans. Et il vient du Yorkshire, en Angleterre. Oui, les gens en Angleterre, en Grande-Bretagne, on boit du thé pas mal continuellement pendant la journée. Pas nécessairement du thé de grande qualité, mais en grande quantité. Et tranquillement, je me suis intéressé dans mes années teenage un peu plus dans les thés origines spécifiques, spécifiquement les thés de l'Inde. Et à 19 ans, j'ai commencé à voyager là-bas en backpack. Et là, j'ai goûté les thés pour la première fois, les thés fresh, dans les régions des Himalayas qui s'appellent Darjeeling. Et là, j'étais vendu. Le thé fresh, c'est le thé frais, fraîchement cueilli, fraîchement produit. Ça a changé ma vie. J'ai commencé à écrire sur le sujet et tranquillement, j'avais besoin de commencer à acheter et vendre pour fournir mon besoin de boire cette thé. Mais tu sais, un Britannique qui vend du thé, Kevin Gascoigne est loin d'être le premier dans l'histoire. C'est au 18e siècle que le commerce du thé connaît une expansion incroyable en Angleterre. Il y a une grande culture de thé qui est développée en Angleterre depuis 1657. C'est notre premier record de le thé qui est arrivé en Angleterre. C'était tout le thé chinois. On n'a pas le thé en Inde avant 1835. Donc, il y a quand même une grande période de 200 ans que c'était le monopole chinois. Pendant 200 ans, c'était le monopole chinois. Les Chinois acceptaient de fournir du thé aux Occidentaux, mais ils le faisaient à leurs propres conditions. Dans son mémoire de maîtrise de l'Université Laval, Cathy Boulet explique qu'avant les guerres de l'opium, le seul port autorisé aux Européens était le port de Canton, dans le sud-est. Même si le thé devait voyager des milliers de kilomètres pour arriver là et que ça augmentait considérablement les risques et les coûts pour les Européens, le port de Canton était le seul autorisé. Oui, les Européens pouvaient faire du commerce à Canton, mais c'est important de mentionner qu'ils étaient véritablement cantonnés à un quartier en particulier en dehors de la ville. Les Chinois ne devaient pas côtoyer les barbares. Et les Européens pouvaient seulement faire du commerce pendant une période précise dans l'année, une période de 6 à 7 mois qu'on appelait la saison. En gros, l'attitude protectionniste de la Chine irritait beaucoup les marchands anglais. On va se plonger un peu plus tard dans l'histoire incroyable de comment les Anglais ont réussi à voler le théier en Chine et à démarrer des plantations en Inde. Mais pour l'instant, comme le disait Kevin Gascoigne, vers 1866, les Anglais s'approvisionnaient encore uniquement aux Chinois.
qui possédait le monopole du thé. Le problème, c'est que le marché du thé devenait de plus en plus gros en Angleterre. C'est devenu très, très populaire. C'est devenu un breuvage qui était mélangé avec du lait dans une période où les industries du lait étaient en agrandissement aussi. Et le sucre qui venait des plantations qu'ils avaient dans le Caraïbe. Donc, cet mélange magique, ils ont commencé à boire ça régulièrement. Donc, après, au printemps, quand ils avaient les premières récoltes, le début de la saison, qui commence en Chine au printemps, il y avait cette course de ramener les premières feuilles, un peu comme dans le vin Bouge de Nouveau, pour les amener, pas juste en Angleterre, mais aussi dans les États-Unis. Donc, ils avaient ces courses qui peut être le plus vite que les autres, parce que les autres, ils vont avoir le meilleur prix, ils vont vendre ça aux aristocrates, un prix agrandi juste parce que c'est le premier qui arrive de l'année. On y arrive. C'est ce qu'on appelle les courses du thé, une période de 1843 à 1869. Pendant ces 25 années-là, il y a plus d'une centaine de navires clippers qui ont été construits, principalement en Écosse et aux États-Unis. Ces navires à voile-là étaient les plus rapides de leur époque et, de nos jours, les clippers sont considérés encore comme l'apogée de l'architecture navale pour les bateaux à voile. Un clipper typique des années 1860, ça avait 3 mâts et une quantité incroyable de voilure. Par exemple, l'Ariel, un des bateaux qui a participé à la grande course du thé de 1866, lui, il avait une trentaine de voiles et même des voiles au niveau de la ligne de flottaison. Les clippers les plus rapides parcouraient les 24 000 km en 100 jours environ. C'était 3 mois de course pendant lesquels l'équipage prenait la mer de Chine pour ensuite se diriger vers l'océan Indien. Puis ensuite, il contournait le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Ça, c'est le cap qui a eu raison de milliers de navires dans l'histoire et qui reste à ce jour un passage redouté pour les navigateurs. Ensuite, il remontait l'Afrique jusqu'aux Açores et puis il longeait les côtes du Portugal et de la France avant d'amorcer le dernier sprint dans la Manche. C'était la route la plus rapide pour un navire. En 1866, le canal de Suez était encore en construction. Est-ce que justement, vous savez pourquoi c'était une des seules marchandises à cette époque-là qui était transportée aussi vite? Parce que si on pense aux épices, si on pense aux tissus, si on pense à d'autres marchandises qui pouvaient avoir une certaine valeur, c'était pas transporté vite comme ça. Pourquoi non, le oui, thé? C'est une bonne question, mais c'est vraiment basé sur la nature saisonnière. Parce que le thé est mieux quand c'est fraîche. De toutes les règles dans le thé, il y a toujours les exceptions, comme on a des thés vieillis aussi, mais en général, un grand pourcentage de tous les thés qu'on aime, si on les boit fraîches, on va avoir une meilleure expérience dégustative. Donc, les thés de printemps, c'est la première cueillette de l'année. Ils sont souvent les plus aromatiques de l'année, à cause que les plantes ont été dans une période de dormance pendant l'hiver. Ils n'ont pas poussé les feuilles dans ce temps-là. Ils ont gardé les énergies. Donc ça, c'est la période la plus aromatique dans l'année pour ramasser les feuilles de thé. On rentabilisait un clipper assez rapidement en transportant du thé rapidement. C'était ni trop lourd, ni trop encombrant, et ça se vendait à très bon prix. Et surtout le premier thé de la saison qui se vendait une fortune. Puis à votre avis, c'était quoi le type de thé qui était transporté dans ces grandes courses à travers le monde? Est-ce que c'était un type de thé particulier à votre avis? C'était quoi? Mais pour la plupart, c'est les thés qui venaient de la région de Anhui. Mais ça commençait avec les thés verts dans les premières années. Mais ils avaient des problèmes en Angleterre avec les thés verts parce que, vu que c'est un produit assez rare, qui cherchait les bons prix,
on avait beaucoup de contreband et beaucoup de thés mélangés avec d'autres choses vertes, qui étaient plus difficiles de faire dans les thés noirs. Donc les gens avaient un peu plus de confiance d'acheter les thés noirs parce qu'il y avait moins de risques que c'était mélangé avec d'autres choses. Et tranquillement, le marché a pris le goût pour ça. Ils ont commencé à ajouter du lait, etc. Donc, dans la période que vous avez mentionnée au début, à ce point-là, une grande partie des thés qui arrivaient, c'était plus le thé noir à ce point-là. Donc, à cette époque-là, l'Angleterre avait besoin de thé noir, mais aussi de soie, d'épices, de porcelaine. Mais de quoi avait besoin la Chine au juste en échange? Gilles Villeneuve ne peut éviter le bolide de Jochen Mass. Sa Ferrari s'envole littéralement. Il y a 40 ans, mon pilote préféré mourait dans un terrible accident de Formule 1. Je suis Julien Amado, journaliste automobile pour le Guide de l'Auto, et je suis fasciné par l'histoire de Gilles Villeneuve. Je me suis toujours demandé comment un petit gars de Berthierville a réussi à forcer son destin pour se rendre jusqu'au sommet de la Formule 1. Et pourquoi, aujourd'hui encore, il demeure une légende pour le monde de la F1. Sur 67 Grands Prix, il y a eu 67 histoires de Villeneuve. Alors j'ai voulu parler à ses amis, ses collègues, pour comprendre l'homme derrière la légende. Je me lance donc à la poursuite de Gilles Villeneuve. La série est disponible dans la section balado de l'application et sur le site de Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado. Le balado à la poursuite de Gilles Villeneuve est en nomination en tant que meilleure série balado, art, culture et société aux Digital Publishing Awards en 2023 et il a été en nomination en tant que meilleure série balado aux Canadian Online Publishing Awards 2022. Hello, hello. Bonjour, bonjour. J'ai pu parler avec l'historienne Evelyne Ferron, qui a d'ailleurs un grand intérêt pour le thé. Elle me racontait qu'elle a même fait un détour pour visiter le plus grand marché de thé au monde à Canton. Le plus grand marché de thé au monde à Canton. J'ai volontairement fait un détour pour aller voir ça, Oui. tellement j'aimais ça, oui. Alors, du tourisme gastronomique sur le thé. Oui, et là, j'apprends le mandarin dans l'espoir de retourner en Chine pour pouvoir mieux négocier mon thé. Donc, je suis en train d'apprendre la langue aussi. Wow! Ouais. Les courses du thé là, dans la seconde moitié là, du 19e siècle, ça s'inscrit dans quel contexte commercial avec la Chine précisément, là, pour qu'on puisse avoir un aperçu? Là, dans quel contexte est-ce que ça se déroulait? Ça se déroule dans un contexte qui est quand même assez particulier. Il faut comprendre que la Chine, avant le 19e siècle, est un pays qui est assez fermé. C'est un pays qui vit en autarcie. On est en fait sous la dernière dynastie impériale, qui est la dynastie Qing. Et ils sont capables de produire tout ce dont ils ont besoin sur leur immense territoire. Ce qui fait que du point de vue commercial, ils n'ont pas de besoins très précis. Et ça va beaucoup irriter les commerçants occidentaux qui vont de plus en plus s'intéresser au thé. Alors, il faut comprendre que les Européens aiment le produit et ils ne comprennent pas en fait que le thé noir ou le thé vert vient de la même plante, le fameux Camellia sinensis. Donc, la Chine garde ses secrets par rapport au thé et empêche les Européens d'entrer à l'intérieur des terres pour y avoir accès. La Chine achetait très peu de produits européens et en plus, la Chine exigeait d'être payée en argent. Ce métal-là, l'argent, ça venait principalement des colonies espagnoles du Nouveau Monde. Ce qui fait que les Anglais devaient acheter de l'argent aux Espagnols pour acheter du thé aux Chinois. Leur commerce était souvent déficitaire à cause de ça, entre autres, et aussi à cause de toutes les taxes imposées aux commerçants européens par la Chine. Et parallèlement à tout ça, les Anglais étaient en train de dominer le continent indien. Et à l'époque, les Indiens cultivaient déjà le pavot, la plante à partir duquel on prépare l'opium. L'opium, c'est un opiacé, comme la morphine, la codéine et l'héroïne. Et l'opium, c'est aussi utilisé dans les médicaments antidouleurs. On le sait maintenant, on le savait à l'époque. L'utilisation répétée et sans contrôle médical de l'opium, ça peut entraîner une dépendance très puissante. Tout ça pour dire que les Anglais avaient accès à l'opium.
Et donc, c'est un peu comme ça que les Anglais possèdent presque toute l'Inde. Là, ils sont en train vraiment là, de dominer le continent indien et connaissent le pavot et vont introduire l'opium dans les ports chinois dans l'espoir de créer une dépendance et d'avoir enfin un produit d'échange. Et ça va fonctionner. Alors, c'est pour ça que les guerres du thé sont appelées les guerres de l'opium. Les marchands anglais importaient des quantités de thé très grandes, mais ils exportaient presque 4 fois cette quantité-là en opium en Chine. Ça va faire chuter la force de travail de la Chine très rapidement et on va confronter la reine Victoria là, sur ce problème-là. Et les Anglais de leur côté, mais aussi les Hollandais, les Français voudraient un plus grand libre marché avec la Chine. Ils réalisent que les producteurs sont intéressés à échanger, mais c'est l'Empire qui bloque en fait ce commerce-là. Alors, l'opium sert de monnaie d'échange et ça crée donc une première guerre qui va être assez importante. En fait, on va avoir des guerres entre 1839 et 1860, on va en avoir 2. Et ces guerres-là vont faire en sorte que la Chine va les perdre à chaque fois. Alors, quand elle perd ces guerres-là, il y a des traités de paix qui sont signés et ça amène souvent des traités de libre-échange. Donc, après la première guerre de l'opium, elle perd Hong Kong. C'est comme ça que les Anglais ont mis la main sur Hong Kong, en fait. Quand la Chine va couler de leurs navires et qu'on va déclencher une guerre et elle va exiger l'ouverture de plus de ports pour pouvoir commercer librement. Et quand on perd la deuxième guerre de l'opium, là, c'est vraiment, on force la Chine à ouvrir ses frontières le plus possible pour le commerce international. Avant de revenir aux courses du thé, il faut parler de la plus grande mission d'espionnage industriel de l'histoire. Comme on disait pendant les guerres de l'opium, les relations entre la Chine et les Occidentaux sont très conflictuelles. Entre les deux guerres, il existe 5 comptoirs commerciaux. Mais Pékin interdit toujours à tout occidental de voyager dans les terres. En 1848, la Compagnie des Indes orientales confie la mission à un botaniste d'aller prélever des plants et des graines de théier en Chine, mais aussi de percer les secrets de la fabrication du thé dans plusieurs régions chinoises. L'historienne Evelyne Ferron. Et on a choisi en fait un botaniste écossais, il s'appelle Robert Fortune et on va l'envoyer effectivement lors de 2 missions en Chine pour qu'il puisse étudier le théier, voir est-ce qu'il y a une région possédée par l'Empire britannique qui pourrait avoir des conditions climatiques similaires pour que ça pousse. Et on est à une époque dans la deuxième moitié du 19e siècle où on commence à inventer les serres portatives et ça va le servir. Donc il y a un Britannique en fait qui s'appelle Nathaniel Ward qui a inventé des petites serres pour justement faire survivre des plantes qui l'hiver ne survivent pas. Donc Robert Fortune est parti avec ça. Il faut dire qu'on est chanceux, il est écossais mais il a les cheveux noirs et non pas roux parce que là son histoire aurait pas marché. Mais il va se déguiser en chinois littéralement avec les cheveux longs, avec la tresse et il va voyager avec déguisement carrément pour pouvoir réussir à se promener à l'intérieur du pays, rencontrer les producteurs locaux et voir ce qu'est le thé. Là, il comprend que le thé noir ou le thé vert, c'est la même plante. C'est la façon de transformer la feuille qui change. Est-ce qu'elle est séchée? Est-ce qu'elle est fermentée? Est-ce qu'elle est semi-fermentée? Est-ce qu'on la roule? Est-ce qu'on en fait une galette qu'on laisse refermenter par la suite? Il est en train de comprendre, en fait, que s'il arrive à sortir la plante de Chine et à la faire pousser ailleurs, les Anglais vont pouvoir eux aussi produire une très grande diversité de thé. Et il va partir là, avec une 20aine de mille d'échantillons de plants, de graines. Il y en a beaucoup qui ne survivent pas, évidemment, au voyage de retour jusqu'en Inde parce qu'il est convaincu d'une chose. Il y a à peu près juste, en fait, certaines régions de l'Inde qui vont avoir les conditions climatiques pour pouvoir faire pousser le théier. Parce qu'en Inde, il y a déjà une variante du thé qui est le Camellia assamica, donc qui donne l'assam, qui est un thé qui est quand même apprécié encore aujourd'hui, mais qu'on considère de moindre qualité. Alors, on va aller voir dans les régions de l'Assam, mais surtout le Darjeeling qu'on va déboiser. Là, c'est une déforestation massive qui va avoir lieu à la fin du 19e siècle pour pouvoir planter donc des théiers. Et avec le Darjeeling, on le sait, c'est un champagne d'été aujourd'hui. C'est un des grands thés noirs que l'Angleterre produisait via l'Inde et aujourd'hui c'est l'Inde qui en a plus je dirais la mainmise sur le commerce, mais donc ça fonctionne et ça fait en sorte que la Chine non seulement a perdu 2 guerres,
mais la Chine vient de perdre le monopole qu'elle avait sur le thé qui lui permettait d'avoir ce qu'elle voulait dans le commerce. Maintenant, l'Angleterre va produire son propre thé. Éventuellement, elle va même aller en produire en Afrique parce qu'elle va réaliser qu'il y a des conditions climatiques aussi qui s'y prêtent. Donc, c'est vraiment une guerre d'espionnage, une guerre un peu vache, si je peux me permettre l'expression, là, qui a été livrée pour être indépendant dans le commerce du thé. Et ça va changer l'histoire et le prix du thé. Quand l'Angleterre, en fait, réussit à le produire, les coûts vont dramatiquement baisser. Et là, on va être capable de fournir des thés, de moindre qualité, mais on va être capable de fournir du thé à tout le monde. Et ça veut dire que les classes populaires vont, elles aussi, pouvoir consommer le thé et donc profiter d'une pause et d'un petit boost de caféine en même temps. Donc, c'est sûr que les guerres de l'opium et leurs conséquences pour la démocratisation du thé dans la société britannique et éventuellement occidentale, parce que ça va être vrai au Québec aussi et ailleurs, ça y a beaucoup contribué. Comment est-ce que ça a commencé tout ça, cette idée-là de vouloir transporter le thé le plus rapidement possible? Comment c'est arrivé? Ça vient en fait avec la résultante de la fin des guerres de l'opium, c'est que là, le marché chinois s'est ouvert donc on va avoir ces espèces de navires à voile qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus petits, les fameux clippers, qui peuvent traverser des distances plus rapidement parce qu'ils sont moins lourds, prendre des cargaisons, mais surtout être dans les premiers à revenir dans les ports parce que on est rendu dans un marché qui est international. Ça veut dire que on peut vendre à l'interne dans nos ports, mais on peut vendre à des marchands qui, eux, vont aller vendre dans les colonies, vont aller ailleurs, en fait, en Atlantique. Et c'est un petit peu ça l'idée d'une course du thé. Qui va faire le plus de profit et qui va pouvoir faire des allers-retours les plus rapidement parce que la demande, elle est tellement grande que ça devient très profitable. Donc, c'est une question de profit, en fait, mais qui amène une forme d'innovation maritime qui est sont ces navires plus légers et donc plus rapides sur l'eau que sont les fameux clippers. Mais parler précisément de leur vitesse, c'est pas tout à fait considérer leur style, leur allure, leur puissance et puis tout le savoir-faire maritime qui était demandé pour leur construction. Et puis aussi pour commander des vaisseaux comme ceux-là dans des mers agitées pendant 3 mois de course. Mais je peux vous dire que ça voguait en moyenne entre 11 et 12 nœuds, parfois 19 nœuds là, au plus vite. Ça, c'est environ 35 km/h. Et à travers ces meilleurs bateaux-là, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir une meilleure mainmise sur le commerce. Parce que si on est rapide, ça veut dire qu'on fait des allers-retours plus rapidement et ça veut dire qu'on fournit les marchands plus vite. Et il y a une question ça devient une image de marque, d'une certaine façon. Si vous êtes dans la compagnie maritime la plus rapide, c'est avec vous qu'on va faire affaire. Puis vous allez faire de l'argent avec ça. Bien sûr, bien sûr. Dites-moi, comment ça se fait que ces courses-là étaient tellement médiatisées, suivies? On en parle comme si c'était presque une activité sportive qui se déroulait à travers le monde. Puis c'en est devenu une. Aujourd'hui, c'en est encore une, en fait. On peut dire ça comme ça. On leur donne des noms et on est capable de les suivre par les journaux. Et c'est comme ça qu'on va avoir des gravures dans les journaux. On va même avoir les premières photographies. On est au début de la photographie. On a probablement dans les plus anciennes photographies, il y a des clippers là. Les gens s'intéressaient beaucoup à la forme du navire, qu'est-ce qui fait qu'il va aller plus vite. On s'intéresse aux gens qui les pilotent aussi, donc il y a des personnalités qui émergent, mais c'est vraiment une médiatisation journalistique. C'est à travers les journaux, en fait, qu'on s'intéresse à tout ça. Et quand un journal britannique a, mettons, une nouvelle d'un des navires dans cette course-là, lui, il va publier la nouvelle, mais ensuite, les journaux aux États-Unis et ailleurs vont republier cette nouvelle-là. Donc, ça voyage très vite, en fait, comme information. Pourquoi on dit que la course du thé de 1866, c'est la plus grande de toutes les courses du thé? Selon l'auteur Mike Dash, qui a publié un long article sur le sujet dans le Smithsonian Magazine, la grande course du thé de 1866, c'est la plus serrée de toutes à l'arrivée, la plus sportive tout au long de la course, mais aussi, selon lui, celle qui avait le plus d'esprit de compétition dès le départ en Chine.
En 1866, 9 navires chargés du premier thé de la saison ont quitté la région de Fujiu entre le 29 mai et le 6 juin. Mais il y a seulement 4 clippers qui ont concouru réellement pour le prix. Le Fiery Cross, le plus vieux clipper de la compétition, mais qui avait déjà remporté le titre 4 fois, en 1861, 1862, 1863 et 1865. Le Serica, un clipper qui a gagné la course à sa première participation en 1864. Le Taiping, un clipper encore plus récent. Il avait été construit en 1864. Et finalement, l'Ariel. L'Ariel était un tout nouveau clipper construit en 1865 et il était considéré comme une pure splendeur. Pendant les 3 mois en mer, les 4 clippers naviguaient quasiment côte à côte, ce qui est complètement incroyable. Dans son article, l'auteur Mike Dash écrit que les 4 bateaux ont passé ensemble Flores, dans l'archipel des Açores. Et puis, à 8 heures du matin, le 6 septembre, l'Ariel a été repéré par des témoins depuis la côte près de Londres. Moins de 10 minutes plus tard, le Taiping était en vue et il décrochait la seconde place de la course. Le Serica avait presque 2 heures de retard sur eux et puis ensuite le Fiery Cross, 36 heures de retard sur l'Ariel. Mais la première place n'était pas encore gagnée. Après avoir traversé des typhons, des tempêtes, la mer de Chine, il restait encore le remorquage dans le port de Londres. Et donc, à la fin, en fait, en 1866, il y a 2 navires là, qui sont arrivés à Londres en même temps, qui se sont même partagés le prix à l'époque. Tellement ils sont arrivés... Ils sont arrivés serrés. Ah, c'était tellement serré. Ce que je lisais, c'est qu'après 99 jours de navigation, au-delà de 22 000 kilomètres, ils sont arrivés à 10 minutes d'écart. Oui. Mais un des navires avait de la difficulté avec les remorqueurs parce que les bateaux n'arrivaient pas... Directement dans le port, oui. Ce qui fait que l'autre navire, arrivé 10 minutes plus tard, s'est fait remorquer avant. Donc, les 2 capitaines ont accepté de partager le prix. Ça, c'était le Taiping et le Ariel, si je ne me trompe pas. Exact, c'est ça. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait un bateau à vapeur qui était parti à peu près en même temps que les clippers du port de Fujiu en Chine pendant la grande course du thé de 1866. Et ce bateau à vapeur-là est arrivé 35 jours avant les Clippers à Londres. 35 jours avant les 2 grands gagnants de la course du thé. Ça veut dire que déjà, il y avait un bateau à vapeur qui avait fait le trajet plus vite, en partant en même temps, mais sans être calculé dans la course du thé. Ça pointait à l'horizon avant même que le canal de Suez finisse d'être construit en 1869. Les bateaux à vapeur allaient remplacer les clippers. L'ouverture du canal de Suez allait tout changer. Il faut savoir qu'il est impraticable pour les voiliers, pour les purs voiliers comme les clippers. Il y a autre chose aussi. Il y avait le perfectionnement des machines à vapeur avec l'invention du condenseur. Ça a sonné le glas de l'ère des clippers et la fin des courses du thé. Est-ce qu'on peut dire que les courses du thé, c'est un peu le symbole de la fin d'une époque? Ou le début d'une époque. J'aimerais peut-être plus les voir comme ça. Parce que les courses du thé, qu'est-ce qu'elles montrent, en fait, d'une certaine façon? C'est parce qu'on parlait du canal de Suez qui arrive après, c'est le début de la mondialisation. Même si les germes existent depuis le début des empires coloniaux, cette plus grande facilité de connecter l'Orient et l'Occident est quand même, je dirais, un moment charnière dans cette espèce d'interdépendance qu'on vit encore aujourd'hui entre les différentes régions du monde, parce que on va créer des dépendances envers certains produits d'un côté comme de l'autre. On va avoir des alliances politiques, diplomatiques qui vont expliquer les guerres qui vont suivre au 20e siècle, les guerres mondiales. Donc, je pense que ça ouvre la voie, en fait, à une nouvelle ère, une ère de diplomatie, mais surtout une ère, c'est ça, d'interconnexion entre l'Asie et l'Occident. Courir dans une boutique de thé pour acheter un thé de printemps chinois, le premier de la saison, c'est peut-être ce que vous aurez envie de faire cette semaine.
Ou bien peut-être que vous pensiez plutôt choisir un thé indien, la région du Darjeeling, pour goûter les arômes du thé qu'on surnomme le champagne des thés, mais qui est aussi le résultat du plus grand vol botanique de l'histoire. Ou bien encore, vous prendrez peut-être un moment pour penser aux équipages entiers qui s'engageaient dans une course folle de 24 000 km autour du monde, pour gagner bien sûr, mais aussi pour être ceux qui feraient le plus grand profit sur ce premier voyage-là, mais aussi sur les suivants, grâce à leur titre de vainqueur. Les Clippers font peut-être plus la course, mais encore aujourd'hui à bord de bateaux cargo qui transportent le plus rapidement possible d'énormes quantités de marchandises en passant par le canal de Suez, mais encore aujourd'hui, la course est plus vivante que jamais. La course au profit des marchandises est pas sportive, et pas médiatisée, et pourtant, elle est encore là. La recherche, le montage et la réalisation de cet épisode de Garde-manger a été faite par moi, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à mon équipe pour leur soutien, Étienne Roy, Bastien Gagnon La France et Philippe Séguin. Une production Cube Radio.